Bienvenue dans le plus grand parc attractif de Guadeloupe à Sainte-Anne, Karukéraland. Le parc Karucoco vous accueille pour des moments de détente, de sensations, de confort et de formidables moments conviviaux. Le parc de Karucoco, impasse des Sapotilles, route de Delair à Sainte-Anne. Karukéraland, c'est aussi Karucoco Lodge, des appartements d'exception à proximité du parc. Piscine, jacuzzi, jardin privatif, des espaces accueillants avec une décoration hors du commun. Des moments de détente uniques en Guadeloupe. Réservez dès maintenant votre séjour sans plus attendre. Guadeloupe, actualité. Bonsoir à tous, nous sommes ensemble pour notre émission politique. Ce soir, je reçois sur ce plateau Victorin Lurel, sénateur de la Guadeloupe. Alors avec lui, nous aborderons quelques sujets qui vous intéressent et comme à l'accoutumée, ça sera sans tabou avec vraiment un franc-parler. Alors tout d'abord, bonsoir, monsieur le sénateur, bonsoir à toutes et à tous. Et surtout, je débuterai avec une question d'actualité. Nous partons du côté de Sainte-Anne. Oui. L'élection de Franck Baptiste à la tête de la commune, qu'en pensez-vous? Alors, avant de répondre à la question, j'aimerais adresser, si j'ose dire, des condoléances à la famille de Georges Louisor, qui vient de mourir, et qui a été notre premier fédéral dans les années 92 et plus. Et Georges était en plus un camarade, un ami. Et donc, il vient de nous quitter. Et donc, je salue sa mémoire et adresse mes condoléances à sa famille et à ses amis. La même chose, la région aussi quelque part est en deuil, puisque j'apprends aujourd'hui qu'un agent régional a disparu brutalement hier soir. Et donc tout ça touche la communauté, si j'ose dire, des agents régionaux et de son président et des élus de la région. Alors pour ce qui concerne Sainte-Anne, moi je suis arrivé hier soir. On était à Paris pour le fameux dîner du président de la République. J'ai appris l'élection de Franck Baptiste. Alors je ne sais plus comment dire, si c'est Franck ou c'est Franks ou Franz. Franck, on l'appelle Franck. Franck. Bon, apparemment ça s'écrit avec CS. Alors Franck, qui est un militant de longue date. J'ai connu Franck il y a déjà très longtemps. Il a été directeur à la région, pour l'antenne de la région au Rézé. Et je n'ai pas eu à me plaindre des services de cet agent régional, de ce fonctionnaire. Franck est très connu. Et surtout le monsieur tourisme. C'est à monsieur l'époque, tourisme, mais beaucoup, au-delà des oui. postes qu'il a occupés, et où il était, c'est vrai, partout, y compris dans le tourisme, mais pas seulement. Il était dans beaucoup d'associations et a toujours été sur le terrain. Je l'ai toujours vu sur le terrain à militer, et depuis des années, 45 ans qu'il est sur le terrain. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a eu un divorce au sein du conseil municipal, qui est divisé, et là, ce sont les surprises de la politique. Et j'avoue que Ce sont les mauvaises surprises de la politique. Alors, je ne sais pas si c'est une mauvaise surprise. Quand il y a un vote démocratique, alors vous entendez toutes sortes de choses, que c'est pas clair, que c'était une stratégie. Je crois très sincèrement que Christian Baptiste a été sincère. Il m'a dit à Paris, on a fait le travail préalable, ce devrait être la première adjointe. Donc, Lydia Faro-Couriol, qui est une femme de qualité et qui travaille. Bon, mais manifestement... le conseil municipal a décidé autrement. Dans ces cas-là, le maire a quand même une emprise, un impact sur les choses. C'est lui qui donne les directives, non? Ah, il peut donner des directives et des instructions, mais les gens sont libres de voter pour qui ils veulent. Et manifestement, ils ont préféré Franck. C'est une évidence, puisque les résultats sont là. Le problème, après, c'est comment faire l'unité. Parce qu'un conseil municipal, il reste encore 4 ans avant 2026. Comment faire l'unité, comment rassembler, ensuite comment rassurer la population, parce que l'exemple donné peut être très très mal vu, très mal interprété.
Alors, ça peut être une passation de pouvoir au sein d'une même famille, c'est ça? Oui, les gens ne vont pas manquer de penser ça et parfois d'émettre des soupçons. Moi, je ne crois pas à ça. Je crois sincèrement que Christian Baptiste, qui est un homme de qualité sincère, qui a dit les choses et qui nous a dit et qui m'a dit à Paris, nous on a préparé, c'est jamais suffisant les préparations, mais on a préparé, ça devrait être Lydia Courriol. Bon, très bien. Le résultat est différent. Bon, on ne peut qu'en prendre acte et souhaiter à Franck Baptiste, comme il sait le faire, le sens du rassemblement et de l'unité. Le principal exercice pour un président ou un exécutif, c'est de rassembler, c'est de faire dans l'unité, y compris avec l'opposition. On sait ce que je peux lui souhaiter de mieux. On peut dire que maintenant, les élus ne font pas ce qu'ils veulent. Les maires n'ont pas autant d'emprise sur le conseil municipal. Depuis quelque temps, regardez les élections. Un maire donne des consignes. Avant, c'était suivi. Donner des consignes pour telle ou telle élection. On suivait le maire. Ça existe encore. Vous prenez l'élection présidentielle, l'élection régionale ou l'élection législative, la population est libre et c'est très bien. Ils votent selon leur cœur, leur réflexion, leur sensibilité. Le maire n'est pas toujours suivi. Au regard de ce qui s'est passé aux élections législatives dans cette circonscription. Christian Baptiste a battu le maire de Saint-François dans sa commune. Ça arrive, c'est pas une exception, ça arrive. Aujourd'hui, et depuis longtemps, les gens sont informés, et donc les gens votent librement, ce qui est heureux. Maintenant, passons, vous avez un petit peu parlé de ça en préambule, de cette rencontre avec le président de la République, ce dîner du 7 septembre. Bien entendu, vous avez dit ce fameux dîner. Oui. Pourquoi fameux? Non, parce qu'il y a eu des discussions avant. Fallait-il y aller ou pas? On a fait plusieurs réunions. On a eu 2 réunions avec tous les élus. La dernière réunion, le président Chalus a bien voulu ouvrir, si j'ose dire, les invitations et inviter les présidents d'agglo, les socioprofessionnels et certains maires. Il y a une discussion ouverte et franche. Et tous, on a décidé d'y aller. C'est vrai que des discussions étaient engagées pour que celles et ceux qui avaient signé l'appel de Fort-de-France soient reçus. Alors évidemment, il y avait quelques... On a vu, les Guyanais, Monsieur Castor, les Guyanais n'étaient pas du tout partants pour cette rencontre. Oui, Monsieur Castor n'est pas allé, mais Georges Patient était là. C'est comme un élu important en Guyane, un sénateur. Était là, le président Gabriel Serville était là, et il y a eu un député qui s'y est pas rendu. Oui, on a vu ça aussi à La Réunion, on l'a vu en Martinique. Sur 57 invitations, il y en a 50 qui sont venus et 7 qui ne sont pas venus. Oui, c'est bon, c'est déjà bien. Les gens sont libres. Moi, j'ai eu à dire à mes collègues que la politique de la chaise vide n'a jamais servi à grand-chose. Est-ce que ça avait servi au général de Gaulle? Non, pas vraiment, parce qu'ils sont revenus. Lorsqu'ils ont fait la politique de la chaise vide en Europe, ils sont revenus. Mais ça a fait quand même, ça a marqué, en fait, marqué, on en parle jusqu'à maintenant, on en parle. Oui, cette politique de la chaise vide. Sur l'entrée de la Grande-Bretagne en Europe. Et quelque part, il avait raison. Pompidou a fait ce qu'il ne voulait pas faire. Et il n'avait pas tort finalement, puisque la Grande-Bretagne a fait de l'opting out, enfin bref, on va rentrer dans des complications. Ils sont sortis. Et du chantage aussi à l'Europe. Ah oui. On ne va pas faire un cours sur l'Europe ce soir, mais enfin. C'est de Thatcher. Bon, c'est connu. Et beaucoup de pays en Europe ont à peu près cette philosophie-là. Je donne de l'argent en Europe, je veux à peu près l'équivalent. Oui, mais quand elle dit j'ai trop donné, il faut me rembourser. Sur quelle base elle a dit j'ai trop donné? Donc ça, on peut vraiment discuter longuement. Oui, absolument. Bon, en tout cas, il fallait y aller. Nous y sommes presque... Tous les Guadeloupéens étaient là. Je ne crois pas tous on était là. Ce qui est déjà bien. Ensuite, nous avions une voix, j'allais presque dire... unitaire et harmonisé. On s'était donc entendu avant. Et là, c'est l'occasion pour moi de dire, j'entends beaucoup parler d'évolution statutaire, d'évolution institutionnelle, que le quotidien ne marche pas. Il faut d'abord les politiques publiques sur l'eau, les déchets, le transport, la formation, la santé. J'allais y arriver, mais bon. Mais on va aborder ça. Oui. Moi,
je prends les choses étape par étape. Quel est le problème? Aujourd'hui, nous avons une constitution. Article 73, article 72, article 73, article 72, dans lequel on nous a transformés en population. Nous étions à l'époque des peuples, des populations. Au sein, reconnaissant les populations de tel pays d'outre-mer ou collectivité d'outre-mer au sein du peuple français. C'est à mon sens, une régression. La deuxième chose, il y a l'article 73, l'article 74. C'est plutôt, disons, l'autonomie, la spécificité législative pour parler juridique. Aujourd'hui, cette constitution, l'article 73 qui nous concerne, est interprété fort restrictivement par le Conseil constitutionnel. Quand vous voulez... Vous dites interpréter. Ah oui, c'est le Conseil constitutionnel, comme tout tribunal. Là, c'est un Conseil constitutionnel, mais qui est déjà une forme de Cour suprême. Les députés, les sénateurs ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Si on prend un texte ou si on interprète le texte, et ça ne correspond pas, si j'ose dire, au canon du droit constitutionnel, on vous censure le texte, on vous arrête. Et la notion qui nous intéresse, c'est l'adaptation, tenant compte des contraintes et des caractéristiques particulières de ces territoires-là. Si la loi que l'on prend, la loi ordinaire, voire même une loi organique, ne respecte pas la définition donnée au mot adaptation par le Conseil constitutionnel, c'est censuré. Et on l'a fait pour les cantons lorsqu'on a voulu supprimer les cantons en 82. On l'a fait sur certaines dérogations, etc. On a ajouté en 2003, et j'y étais, de dire, on va habiliter. Donc, habiliter, c'est-à-dire ce que fait le Parlement, ce que fait le gouvernement par ses décrets, on va confier ça aux régions. Moi, j'ai fait 29 lois de région. Avec une belle majorité, nous avons fait 29 lois, appelons ça comme ça, loi de région, publiée au journal officiel de la République française. Nous avons fait autant de décrets de région publiés à la République française. Mais vous devez rester dans le droit commun. Donc, la Constitution telle qu'elle est aujourd'hui te donne peu de marge de liberté. Le champ des possibles est très restreint. Alors, quel est le problème? C'est pourquoi moi je ne parle pas encore d'évolution statutaire ou institutionnelle. C'est le peuple qui décidera. En revanche, le président de la République française, M. Emmanuel Macron, a le devoir d'ouvrir un chantier de révision constitutionnelle pour la Nouvelle-Calédonie. Pourquoi? Il y a eu les accords de Nouméa et de Matignon et tout ça, ça a duré 20 ans. On a fait 3 référendums là-bas. Le titre dans la Constitution qui parle de la Nouvelle-Calédonie, c'est le titre 13. C'était un titre transitoire, disons provisoire, et qu'il faut changer. Il faut un texte plus définitif, enfin disons plus durable dans la Constitution. Les corps sont demandés, puisqu'il y a cette fenêtre qui s'ouvre, eh bien nous voulons y être. Et nous voulons nous figurer dans l'article 72. Nous sommes déjà dans l'article 72. Nous voulons un texte pour la Corse. La Guyane dit, mais nous aussi, nous, on veut un texte spécifique à la Guyane. D'autres le disent. Les Réunionnais sont un petit peu moins chauds et plus, je dirais, ils avisent, ils regardent, et ils sont plus prudents. Mais Monsieur Castordi, nous avons, lors des dernières élections législatives, nous avons fait campagne sur cela, justement, et nous avons été élus par rapport à cette question. Donc, nous n'avons pas forcément besoin de la Guadeloupe ou de la Martinique pour nous positionner. Nous sommes déjà positionnés. Oui, c'est exact. Donc, nous, on est prêts. Oui, il dit ça, mais bon, il y a quand même de vraies discussions en Guyane entre les élus. En Martinique, c'est la même chose. Certains vous disent, le président du conseil exécutif n'était pas habilité sans avoir consulté l'assemblée délibérante de la CTM avant d'aller à l'Élysée demander ça. Bon. Demandez quoi? Il faut qu'on soit clair. On n'a pas, certains confondent les choses et les phases. Vous êtes dans une révision nationale. On s'inscrit donc dans cette première étape dans une révision nationale. On ouvre pour la Nouvelle-Calédonie et peut-être la Corse. Nous disons, mais nous, on estime que le texte actuel est restrictif. Est-ce qu'on peut ouvrir le champ des possibles? Après, vous pouvez ouvrir toute la Constitution que vous voulez. Ce sera le peuple guadeloupéen, le peuple martiniquais, guyanais, réunionnais, etc., qui accepteront ou refuseront. C'est pourquoi moi je ne parle pas encore de ça, parce que vous pouvez changer la Constitution, mais vous pouvez rester éternellement comme vous êtes aujourd'hui en Guadeloupe. Mais aujourd'hui, concrètement, vous, élus de la Guadeloupe, mais
Que dites-vous sur cette question? On dit oui, puisqu'il y a l'appel de Fort-de-France. Oui, alors, certains ont dit oui, mais... L'appel de Fort-de-France... Mais le président de la République, il doit répondre à cet appel de Fort-de-France. Non, mais c'était toute la demande c'était tout l'objet des réunions qu'on a faites avant d'aller à l'Élysée. Bon, manger, tout le monde sait faire, hein, bon. Vous avez bien mangé? On a bien mangé. Ah, oui, on a bien mangé. Bien bu? À la table du président, vous mangez bien. Bon, ok, je sais que le peuple n'aime pas ça, mais oui, vous mangez, quoi. On vous bien mangé, bien bu. On a bien parlé. Non, bu, non. Vous ne buvez pas vraiment dans ces trucs-là. Vous êtes là pour parler et non pas pour vous baffrer et tout ça. Mais on a bien mangé, il faut être honnête. Le président a une belle table. J'en sais quelque chose, j'étais ministre, donc... bon. Non, on a bien mangé, mais on a bien parlé. Ça a duré à peu près 3 heures. Et le président a été ouvert et franc. Et on a parlé d'une seule voix. Moi, j'ai me parlé 2 fois. J'ai fait un rapport sur Facebook et les autres choses. J'ai fait des communiqués pour dire voilà comment ça s'est passé. Un calendrier a été accepté. Mais j'insiste sur une chose. C'est une étape. Personne ne peut empêcher le président de voter sa constitution. On a là une occasion unique. Pourquoi? Parce que le président n'a plus à lui seul la majorité au Parlement. Il doit composer avec le Parlement, y compris avec les Outre-mer. C'est le moment ou jamais d'alléger, d'assouplir, d'autres disent de desserrer, de déverrouiller. Je dirais pas ça, mais même si je prononce le mot, de dire il y a là une chance. Après, vous aurez donc une palette plus large pour choisir. Et là, c'est le peuple qui décide. Et donc, on ne pourra plus... Mais quand on dit que le peuple décide... Le peuple décide par rapport aux éléments que nos élus vont donner et par rapport aussi certainement au positionnement de nos élus, parce que si les élus ne sont pas d'accord, ben ce sera la deuxième phase. Les choses n'iront pas vraiment de l'avant. Je pense que la presse joue un rôle important dans la première phase, c'est de dire qu'est-ce que l'on veut mettre dans la Constitution révisée. Moi, personnellement, je ne perds plus mon temps à aller faire des discours dans les congrès des élus départementaux et régionaux. Pourquoi vous pensez que c'est du blabla? Parfois, ça peut être ça, il faut être honnête. On fait l'historique de 2003 à aujourd'hui, depuis 1946. On vient vous faire de l'anthropologie, comme dirait le... Non, il faut venir avec des amendements. Et moi, j'ai envoyé 5 projets. J'ai écrit tout un projet, 37 propositions. Ce sont des amendements, c'est-à-dire du droit. Pas simplement les belles paroles. Non. Mais le président de la République vous demande du concret. Alors mais ça, c'est du concret. Le travail... Parce qu'il faut qu'on soit clair. Ce n'est pas les exécutifs qui seront saisis. Ce seront les députés et les sénateurs qui sont en première ligne. Alors, qu'il y ait l'appel de Fort-de-France, je comprends ça. Qu'il y ait cette demande... Pour vous, c'était une nécessité, cet appel de Fort-de-France? Oui, pourquoi pas. C'est moins ambitieux que l'appel de Basse-Terre. Et ce qu'on nous a proposé en 2003, c'était pas du tout vraiment ce que demandait la déclaration de Basse-Terre à l'époque. Moi, je me suis opposé à ça. Si on me propose, je dis ça très clairement sur ce plateau, on me propose la même chose qu'en 2003, c'est-à-dire la fusion département-région dans le droit commun, je dirais non. Non, ça ne marche pas en Martinique. Ceux-là qui me critiquaient et qui disaient qu'il faut prendre, c'était l'horizon indépassable de l'organisation administrative dans le droit commun, eh bien ça ne marche pas en Martinique. Mais je l'ai dit. Franchement que ça ne marche pas, les Martiniquais. Ils disent quand même que c'est une avancée. Bon, moi je ne veux pas critiquer les Martiniquais. Ils ont pris un truc. Celui qui est le plus en pointe, c'est bien le président du CTM. De la CTM. C'est Serge Letchimy, il a raison peut-être de dire ça. Je lui avais dit quand j'étais ministre, lorsqu'on a fait le texte, ça ne marchera pas. Mais puisque vous voulez ça, très bien. Nous, en Guadeloupe, on veut quelque chose de plus conséquent, en même temps, au sein de la République française. Mais c'est étape par étape. Pour faire ça, il faut d'abord consulter le Parlement. Le président n'ayant pas la majorité, on peut discuter. Et c'est vrai que et par la presse, eh bien, il faudra informer la population. Mais pour le moment, la population n'est pas consultée, ça c'est vrai. Il faut comprendre le droit constitutionnel. C'est le cadre constitutionnel qui régit toute la France, y compris nous. On dit, mais puisque vous révisez, mettez-nous dedans. Et donc, moi, j'ai fait 7 propositions que je peux mettre sur les réseaux, c'est sur les réseaux d'ailleurs. Et j'ai décidé, avec la Fédération du Parti Socialiste, nous irons dans les communes pour exposer la chose, mais concrètement, et non pas parole en l'air. Mais pour vous parler aujourd'hui d'autonomie, c'est faire le grand écart. On parle de ça, c'est le ministre qui a lancé ça, et nous aussi, certains. Mais il a dit que ce sont les élus qui lui ont parlé de ça. Vous l'avez entendu? Oui, il avait raison, on avait parlé de ça. Qui lui ont parlé de ça. Bien sûr. Il avait raison. Mais je lui ai donné raison à l'époque. J'ai lui ai donné raison à l'époque, à Locornu. J'ai donné raison. Bon, cela étant, quel que soit ce que l'on choisira après, ce sera après. Il faut qu'on soit clair. On modifie la Constitution. Si vous voulez aller dans l'autonomie, pourquoi pas? Mais
attention, vous pouvez rester éternellement comme vous êtes, hein, en disant exploitez mieux les compétences qui sont déjà les vôtres. Donnez de l'eau, un bon système de transport, un bon système de formation qui marche. Bref, mais quand les élus viennent et disent oui, mais si on n'avance pas, si on ne change pas de statut, si on ne fait pas ensemble, rien ne va avancer. Et c'est pour ça que nous sommes en train d'être à la traîne. Bon, bien sûr, j'entends ça. Que doit penser cette population? Non, la population ne pourra jamais avoir un avis unique. C'est dans un vote qu'on verra qu'est-ce qui se passera. Qu'est-ce que j'ai pas entendu? J'étais bien seul à l'époque. 75% des gens ont voté. Et si on met Saint-Barthélemy, 73% votaient non. Et j'entends que j'étais le réactionnaire. Non, pas du tout. J'étais celui qui voyait loin. Et aujourd'hui, comme certains l'ont dit, on devrait faire une statue à Lurel. Ça ne marche pas en Martinique. Ils ont pris ce qu'on a refusé. Faire une statue. Une façon de rigoler, de dire, le gars, pendant pratiquement 20 ans, Lurel a été le réac, c'était pour déchouquer Madame Michaud-Chevry, etc. J'entends ça toujours. Aujourd'hui, se rendre compte que ça ne marche pas, ni en Guyane, ni en Martinique. Alors, en Guyane, c'est un petit peu mieux, parce qu'ils ont conservé la structure de la région. L'opposition est représentée au sein de la commission permanente. Ce n'est pas le cas en Martinique. La Guyane dit que ça n'a pas marché totalement parce qu'il faut aller plus loin. Oui, ils se rendent compte que ce qu'ils ont accepté avec très peu de participation d'ailleurs, en Martinique encore moins, ça ne marche pas. Mais c'est ce qu'on voulait en Guadeloupe à l'époque. Moi, je me suis opposé. Et si on me propose la même chose, c'est-à-dire une assemblée unique, c'est non. Et si on vous dit autonomie? Mais pourquoi pas? C'est le peuple qui décidera. Alors, au moment, on va choisir. Vous pouvez aller plus loin que l'autonomie si vous voulez, sauf l'indépendance. Vous pouvez être comme la Polynésie, qui est très, très autonome, parce que personne ne voudra cela, ça, c'est une évidence. Non, ma position, pour être clair, si on veut être très clair, j'ai écrit 2 livres. Et peut-être le meilleur, c'est le plus petit, publié chez Jazor, sous le timbre de la région. Enfin, j'ai rédigé ça avec 2 autres personnes. Mais c'est vraiment ma pensée. La Guadeloupe est un peuple, c'est pas une population. Et quand on dit peuple, ça va très loin. La Guadeloupe est une nation sans État au sein de la République française. J'ai déjà dit ça 53, personne n'écoute ça. Le seul qui a réagi à ça a été Christian Céleste du Parti communiste. On dit, oui, mais on dit que lui, il est un conservateur, mais finalement, il écrit ça, il le dit. Oui, la Guadeloupe est un peuple, la Guadeloupe est une nation sans État. C'est clair. Qu'est-ce que ça veut dire? Que la Guadeloupe a le droit à l'autodétermination. C'est clair, hein? Et pourtant, je dis, le droit à l'autodétermination, soyons clairs. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous voulez rester éternellement français, vous le restez. On n'a pas à vous mettre dehors. Si vous voulez partir demain, vous sentez que vous êtes suffisamment responsable pour assumer la destinée de ce peuple-là, oui, vous pouvez le faire. La France n'a pas envoyé des blindés et l'armée à faire je ne sais quoi ici. La liberté. Lorsque vous êtes de gauche, vous êtes pour la liberté individuelle, même si c'est encadré par la loi, vous êtes pour la liberté des peuples. C'est clair. J'ai toujours dit ça quand j'étais président de région, quand j'étais député. Et lorsque, à 3h du matin, on a changé la Constitution en 2003, nous transformant en population, j'ai été le seul parlementaire. Et je crois même avoir réveillé Taubira pour dire, voilà ce qu'on nous fait, on nous transforme en population. C'était l'alinéa 2 du préambule de la Constitution, que j'avais soulevé en disant, laissez ça comme ça, où on reconnaissait les peuples des Outre-mer. Et on le reconnaissait dans la Constitution de la 4e République, avec la communauté, où la France était tenue de conduire les peuples à leur émancipation. On a supprimé ça. Et on a transformé les peuples des Outre-mer, à la faveur d'ailleurs d'une décision du Conseil constitutionnel, bon, on ne va pas entrer dans les détails, de dire que nous ne sommes plus des peuples, nous sommes des populations. La population, vous voyez, j'ai des lunettes. C'est une population de lunettes, s'il y en a 5 ou 10, ou une population de bureaux, de chaises, etc. Il n'y a pas de coagulation historique. Il n'y a pas d'âme, si j'ose dire. Il n'y a pas de ciment entre les individus. Eh bien, exactement, ce sont l'individualisme, l'anomie, etc. Parce qu'il n'y a pas quelque chose qui tient. Moi, je crois que ce peuple-là, depuis toujours, j'avais une discussion avec monsieur Henri Mancourt à l'époque, qui est toujours là, et je lui souhaite bonne santé. Je ne vais jamais oublier ça quand j'ai dit la formation sociale guadeloupéenne est constituée. Il m'a dit non, elle est encore en gestation. Bon, c'est une belle discussion intellectuelle, mais qui a des conséquences très concrètes. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que la Guadeloupe, par rapport à la Guyane et à la Martinique, est dans une peur, comme certains disent? Est-ce que les Guadeloupéens ont peur d'avancer, ou les élus guadeloupéens ont peur d'avancer? Les Martiniquais disent oui, nous on ira plus loin.
on ose, on veut aller plus loin, les Guyanais aussi. Et aujourd'hui, est-ce que nos élus guadeloupéens disent, ben nous, on va essayer d'aller un petit peu plus loin? Pardon? On est plus unis qu'on ne pense. Pour la crise sociale, les élus se sont vraiment coalisés, ils sont restés unis. Pour cette préparation d'une éventuelle révision de la Constitution, même si c'est une obligation pour le président, on a été unis et on a parlé avec une voix, je dirais, unitaire. Vous êtes en phase sur cette question institutionnelle? Oui, avec les autres partis. J'espère qu'ils ne vont pas accepter un mauvais projet comme en 2003. Je le dis très clairement, oui. Moi, ça ne me gêne pas qu'il y ait deux assemblées ici, hein, à condition que vous ayez plus de pouvoir domicilié, comme on le dit. Plus de compétences. Mais on pourrait vous dire... Donc sur ça, il n'y a pas de... On pourrait vous dire, oui, mais il y a eu de la décentralisation, on peut même dire décentralisation renforcée, oui. Et où il a été dit que nos élus n'ont même pas su exploiter totalement cette décentralisation. Alors, comment leur donner encore plus de pouvoir, plus de compétences? Mais on va pas vous... Non, on va pas... Non. Dans la révision constitutionnelle, on ne vous donne pas plus de pouvoir. On vous donne la possibilité d'ouvrir le choix. De faire plus. Oui, vous pouvez demander plus. Mais si vous estimez que ce que vous avez déjà comme compétence, que c'est mal fait, et on peut prendre beaucoup d'illustrations, beaucoup d'exemples, on les connaît, on les vit tous les jours, et notamment le problème de l'eau est le plus emblématique, et le plus connu en tout cas. Bon, non, vous ouvrez le champ. Après, une année, 20 ans ou 50 ans après, vous décidez il faut changer le cadre. Là, la Constitution le permet. Aujourd'hui, c'est non. Pour simplement une fusion, il faut consulter le peuple. C'est qui est très bien. Une fusion dans le droit commun. Une fusion, enfin, une assemblée unique ou une assemblée commune. Ça veut dire vous gardez le département et la région et vous avez un seul conseil qui gère les deux. Bon, il faut un référendum. C'est bien, mais c'est lourd. Bon, et c'est la seule chose dans le droit commun. Sinon, vous passez dans le 74. Aujourd'hui, si on fait la fusion des deux articles 73 et 74, ou alors on réécrit le 73, on réécrit l'article 74, qui vous donne plus de possibilités de choix. Ça veut dire qu'après, vous aurez une loi organique. Le peuple saura quelle est la loi et le peuple sera consulté sur le contenu. On ne pourra pas dire chat en sac, ce que je n'ai jamais dit. On a dit que je disais ça partout. Non. Vous n'avez jamais dit ça. Non, je sais d'où ça vient. Je sais d'où ça vient. Qui a dit chat en sac? On sait très bien. Il y a un grand maire de la Côte-sur-le-Vent qui avait pris ça en Martinique et qui avait dit ça. Bon, très bien. Non, j'avais des arguments de droit en disant ça ne marchera pas. Une fusion avec 4500 personnes dedans, dans le droit commun, on voit ce que ça donne en Martinique. Il suffit que le président ait une fibre autoritaire, et je ne nomme personne, pour que ça ne marche pas. C'est dans le quotidien local que vous voyez ce qui se passe dans votre collectivité. L'opposition n'est pas représentée dans le conseil exécutif. Bon, ensuite, l'assemblée délibérante est une chambre d'enregistrement. Le président ne peut même pas recruter un administrateur ou des directeurs ou des ingénieurs pour contrôler ce que le conseil exécutif envoie au Parlement lorsqu'on nous envoie des lois. On contrôle ce que le gouvernement nous donne. Et on a des experts pour nous aider. Et on peut même louer les services de prestataires. C'est pas le cas là-bas. Je n'ai pas voulu ça pour la Guadeloupe, parce que ce n'est pas bon ça. Il faut une démocratie ici, il faut que le peuple participe, que l'opposition participe, que ce soit reconnu et qu'il y ait un droit d'initiative de la... Mais ça, on est dans l'après. L'après, c'est après la révision constitutionnelle. Moi, je me tiens à ça. Que demandons-nous? J'ai fait 5 propositions que je peux envoyer, qui c'est de la technique juridique. Alors, lorsque vous dites que demandons-nous, ça veut dire que demandons-nous? Après, il faudra vraiment discuter avec tout le monde. Il faudra consulter le peuple. Voulons-nous l'autonomie? Oui ou non? Voulons-nous rester comme nous sommes? Oui ou non? Et pour vous rester éternellement comme aujourd'hui. Mais on ouvre le champ des possibles. Est-ce qu'on a peur simplement d'être admis dans une révision constitutionnelle? Alors, si la peur va là, ça pose le problème du rapport des électeurs avec leurs élus. Il y a ici, dans notre pays, une société de défiance et de méfiance. Alors, il n'y a pas une société de confiance, et c'est ça qu'il faut construire. Alors, justement, quand on interroge la population, est-ce que c'est la population qui doit suivre ses élus ou est-ce que ce sont les élus qui doivent suivre la population? Je ne répondrai pas à ça. Il est certain qu'il y a une dialectique, une relation entre le peuple et ses élus. Vous n'avez pas l'habitude d'avoir la langue de bois? Vous savez ce qu'on dit? Oui. Non, je n'ai pas la langue de bois. Non, mais c'est une question compliquée. Vous savez ce qu'on dit? Les peuples ont les élus qu'ils méritent. C'est réglé, la question. Le peuple a les élus qu'il mérite. C'est les élus ont le peuple qui mérite, non? Ça peut aussi aller dans ce sens-là. Oui, peut-être. Mais c'est le peuple qui est le souverain ultime. C'est le peuple qui choisit ses élus. Bon, on avait vu à Sainte-Anne. On a choisi quelqu'un.
alors que le maire disait autre chose. Bon, on a vu des gens qui n'étaient pas très Le clean peuple, c'est et le qui ont été conseil réélus. municipal, c'est restreint, c'est réducteur quand même. On voit ça en France aussi, c'est pas simplement en Guadeloupe, parce que partout la démocratie, c'est ça. Vous voyez des maires qui ont de vraies affaires judiciaires et qui ont été réélus plusieurs fois. Plusieurs fois. On a vu ça aussi en Guadeloupe. Mais oui, bon, les élus choisissent en fonction d'un certain... le peuple choisit en fonction d'un certain nombre de choses. Et puis après, on se dit, ouais, ils sont mauvais, ils sont incompétents, ils sont tout ça. Mais au moment des élections, on prend les mêmes et on recommence. Comme beaucoup que je vous dise, moi. Non, pour le moment, on est unis sur cette question-là, se faire admettre dans le travail de révision. Après, c'est dans un dialogue avec le peuple que l'on verra que proposer. Est-ce que c'est le statu quo? Est-ce que c'est une dose d'autonomie? Parce qu'il y a toutes sortes de degrés d'autonomie. Oui. Saint-Martin, Saint-Barthélemy, c'est pas la même chose. Et la Polynésie, c'est encore plus. Et quant à la Nouvelle-Calédonie, c'est un pays quasiment indépendant. Donc il nous faut une petite dose d'autonomie? Non, il nous faut plus de liberté pour choisir. Il nous faut plus de choix pour décider en conscience et en connaissance de l'avenir de ce pays-là. Aujourd'hui, moi, je trouve, pour avoir pratiqué ça pendant une vingtaine d'années, avec l'interprétation du Conseil constitutionnel, on ne va pas très loin. En revanche, quand vous dites au peuple, donnez-nous plus de pouvoir, plus de compétences, eh bien là, ils vous diront, mais qu'avez-vous fait de ce que vous avez déjà? Mais c'est bien ce que je disais précédemment. J'ai fait phase par phase. Que avez-vous fait? Là, ils refuseront peut-être les projets qu'on peut leur donner. Mais il est certain, aujourd'hui, vous êtes un peu corseté, par exemple, en droit de l'urbanisme. Vous êtes un peu corseté sur la loi sur l'eau, même s'il faut protéger la biodiversité et les certains écosystèmes. Bon, on est d'accord. Bon, que faire? Est-ce que l'argent est suffisant? Est-ce que si vous demandez plus de liberté, plus de responsabilité, donc disons plus d'autonomie, aurez-vous les mêmes sommes? Les mêmes dotations, vous parlez bon français. Est-ce que ça veut dire que c'est toute la question, après le peuple choisira. Est-ce que pour l'instant, on peut dire que on ne sait pas où on va, quoi? Non, on ne peut pas dire ça. On sait où on va. Je dis bien, parce qu'on veut aller plus vite que la musique et on met la charrue avant les bœufs. La première chose, je répète, c'est la révision constitutionnelle. Après, si j'espère que le président, son gouvernement, mais surtout le Parlement, acceptera les propositions, je l'espère, le plus unifiées possible des parlementaires. Parce que c'est pas Letchimy et Chalus et Losma. Non, ce seront les députés et les sénateurs après qui diront, voilà ce que nous voulons. Oui, mais après, si les élus sont en phase, il n'y aurait pas de problème sur ça. Oh là là, on peut être en phase ici. Vous êtes 27 députés pour tous les Outre-mer sur 577 députés. Hein. La chance, je vous dis, c'est parce que Macron n'a pas, enfin, le président Macron n'a pas la majorité à lui seul. Donc, il est obligé de composer. Mais vous allez composer avec qui? Par exemple, moi, au Sénat, je vais composer avec les LR. La droite sénatoriale. C'est là qu'il faut être réaliste et pragmatique. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs en disant on veut plus de compétences sur l'eau, on veut plus de... Non. Voilà ce que dira la Constitution, qui est une coquille, qui permettra de dire demain, si le peuple le veut, eh bien, on pourra choisir plus librement. Par exemple, Saint-Barthélemy aujourd'hui, même c'est 74, c'est de l'autonomie. Ils prennent les compétences qu'ils peuvent mieux faire que l'État. Ça s'appelle, en grand français, la subsidiarité. C'est même du latin. La subsidiarité. Le mieux placé pour agir, agit. Le plus près possible de l'administrer. Si nous estimons, dans certains domaines, nous ferons mieux que l'État central, nous prenons. Là, parce qu'on pourra assumer des choses. Quel est le débat sur l'eau? Est-ce qu'on peut avoir la certitude de mieux faire que l'État? Ah, ça, c'est un problème de confiance en soi et de responsabilité d'un peuple. Bon, parce oui, que pour l'instant, les élus disent, sur certains sujets, oui, mais l'État doit assumer, l'État doit payer, l'État doit faire. Alors, à ce moment-là, est-ce que les élus... Mais ils ont raison de dire ça. L'État a des compétences. Oui. Par exemple, sur l'eau, l'État est quand même quasi responsable du désastre. Les élus aussi. Mais si on dit à l'État, nous, on les prend, entreprises aussi. Il faudra assumer. Mais l'État doit mieux faire que ça. L'État a des compétences qu'il doit financer. Aujourd'hui, on vous parle de rationalisation de choix, on vous parle de fusion,
un tas de services disparaissent. Vous téléphonez, ben, vous avez fait le 1, faites le 2, faites le 3, vous restez une demi-heure, vous n'avez personne. Il n'y a plus de contact et de rendez-vous physique. L'État rationalise, ça veut dire supprime des emplois. On a saqué les services publics quand même. Et ça s'est accéléré avec ce quinquennat et ce deuxième qui est engagé. Mais il faut dire les choses. Non, l'État doit faire son travail. Comment vous voulez-vous, après 4 siècles de présence ici, l'État vous dit démerdez-vous. Je suis vulgaire, mais démerdez-vous. Non, ce serait peut-être ailleurs, et je ne suis pas je suis un homme responsable à accuser. Il y a des problèmes de l'eau dans les provinces de France. L'État dit surtout prenez vos responsabilités. Mais c'est ça qui est grave. Oui, on prend nos responsabilités, mais comment vous voulez-vous le faire avec peu de moyens? Quand on vous parle de 1 milliard, maintenant il y a de l'eau de mer dans les forages en grande terre. Il faudra remplacer les puits et faire les trucs. Bon, bref. Il faudra refaire tous ces puits-là. C'est entre 1,5 milliard et 2 milliards. Comment voulez-vous le faire? Si vous dites, je fais sur 10 ans, il faudrait mettre 200 millions, que la région mette 100 millions, que le département mette 100 millions. Parler de toutes les canalisations. Canalisations, plus les forages à faire pour désaliniser l'eau et avec le calcaire et tout ça qui est dedans. C'est un travail considérable. Comment voulez-vous qu'on aille à Marseille, qu'on dise qu'on mette 4 milliards, 3 milliards à Marseille? On ne peut pas faire ça pour la Guadeloupe? De dire sur 5 ans, sur 10 ans. Moi, j'avais demandé... Mais pourquoi on ne le fait pas pour la Guadeloupe? C'est tout le sujet. Parce que vous êtes éloigné, parce que vous n'êtes pas considéré, parce que c'est... Parce que vous avez mal géré? Non, c'est pas mal géré. Vous êtes peut-être mal entendu. Et si vous faites l'erreur de ne pas vous exprimer, de ne pas faire les textes, de ne pas faire les amendements, c'est là que vous voyez quel est le poids politique. 27 sur 577. Alors certains disent tous que c'est comme ça on demande l'indépendance. Ou alors on demande plus d'autonomie. Mais plus d'autonomie, vous aurez moins d'argent. C'est la tradition française de l'autonomie. C'est pas forcément celle d'autres pays. Bon, c'est ça qu'il faut discuter. Ça veut dire que vous avez 20 ans de travail devant vous pour dire desserrons un peu les choses, donnons-nous un choix plus large, une palette de choix plus large. Ensuite, de manière très pragmatique et réaliste, que pouvons-nous faire mieux? Qu'est-ce que le peuple va accepter? Et que devons-nous faire, nous, aujourd'hui, avec les moyens qui sont les nôtres et les dotations qui sont les nôtres? Que pouvons-nous faire? Est-ce que les élus ont déjà réfléchi là-dessus? Ah, bien sûr. Vous en parlez, donc les élus, maintenant, savent ce qu'ils veulent. Non, les élus ont déjà réfléchi, et je peux vous dire, quel est le problème d'un élu en Guadeloupe? Vous avez fait, le président Charles fait beaucoup de plans. Il a toutes sortes de plans qu'on lui demande, comme moi aussi, j'ai fait. On vous donne tout. Pour le citoyen, il n'y a pas de plan. On ne sait pas où on va. Vous avez beau faire un SAR, vous avez beau faire toutes sortes de schémas pour les déchets, les transports, l'eau, etc. Les gens vous disent qu'il n'y a pas de plan. Mais on a même le contrat de plan État-région. J'ai transformé ça en plan de convergence. Mais ce que la population souhaite, c'est de voir la finalité. Oui, il y a un plan, oui, la population ne le voit pas, mais la finalité de ce plan. Non, quel est le problème aujourd'hui? C'est l'impatience. Quand vous faites une planification, une programmation pluriannuelle sur plusieurs années, et que vous faites beaucoup de communication, c'est le cas aujourd'hui. Tous les jours, on vous annonce des centaines de millions de travaux en cours, etc. Bon, les gens sont impatients de dire, mais j'entends beaucoup de millions. Je viens d'entendre qu'il y a un truc sur les sports, que l'État va mettre je ne sais pas combien d'argent. Est-ce que l'arrêté est pris? Est-ce que le préfet a reçu la délégation de crédit? Est-ce que dans le budget de programme, le BOP, etc. Qui communique déjà là-dessus? Mais les élus, normalement. Et c'est le préfet qui a tout ça en main. Lorsqu'on vous annonce, l'État vous annonce, on va mettre 50 millions, par exemple, pour le SMO, là. Enfin, le SMAG, un truc imprononçable. Le SMGEAG. Oui. Bon, moi je dis SMAG. Bon. 50 millions, bon, on débloque, mais en fonction de conditions. On vous dit, on a débloqué 12,5 millions, on va peut-être verser bientôt 12 autres millions, ça fera 25 millions. Mais la Caisse des dépôts et consignations, et je ne sais plus quelle autre banque, la FD ou je ne sais pas quoi, en disant non, mais il faut un plan de licenciement. Ça s'appelle ça un plan social. C'est dit de manière euphémisée. Bon, ok. Sur 3 ans, 150 personnes. Ensuite, il faut réintégrer tout le monde. Les agglos ont été un peu réticentes pour transférer tout le personnel. Le personnel vous dit non, mais il faut me mettre sur les salaires les plus élevés. Vous avez 500 personnes dans l'affaire. Est-ce que c'est rentable?
Sinon, c'est vous et moi, nous tous qui payons. Et moi, commence à recevoir des factures. On n'a jamais eu de problème de recouvrement de factures. Moi, je suis à jour. Je reçois presque tous les mois 2 trucs d'huissier, alors que je suis à jour de mes cotisations. 2 huissiers? Ah oui, vous recevez 2 avis d'huissier. Vous ne payez pas vos factures en temps et en heure? Je peux vous dire, et dans ma permanence, et chez moi, à Vieux-Habitants, non, vous recevez des trucs d'huissier. Et puis, vous avez des factures. On n'a jamais eu ces problèmes en contrôle. D'autant plus, c'est une DSP, une délégation de service public. Mais quand c'est intégré maintenant dans l'agglo, je crains un désordre de facturation et d'organisation comptable. Je le crains. Il y a déjà un désordre de facturation? Je dis au président, pour le moment avec la DSP, ça marche. C'est vrai que pour l'eau agricole, c'est le trésor public qui recouvre, donc on paye, mais il vous envoie des trucs. Bleu, blanc, rouge, etc. Et vous recevez pour l'eau potable, vous commencez à recevoir des trucs d'huissier. J'avoue que le président Abili a été le premier président d'Aglo à prendre des arrêtés pour transférer le personnel en respectant les lois de la République. Oui, alors aujourd'hui, je ne sais pas où c'en est. Le président du SMAC, avec 15 personnes dans une régie à Trois-Rivières, il ne voulait pas les réintégrer dans la commune ou les envoyer à l'Aglo. Aujourd'hui, j'espère que c'est réglé. Oui, là, on peut vous dire, vous voyez, vous avez des compétences et vous êtes de vrais incompétents. Et moi, je suis avec quelque attention la gestion de ce syndicat. Je ne jette pas la pierre, je dis soyons attentifs, gérons ça comme il convient. Comment voulez-vous, Yves Boissé? Vous avez un agriculteur qui est à Bello-Cadeau. On lui prend 7,5 hectares pour sécuriser le périmètre, pour qu'il n'y ait pas de pesticides dans l'eau. Bon, c'est encore un autre problème, la qualité de l'eau. Et ça aussi, tôt ou tard, ça fera des problèmes en Guadeloupe. Bon, vous avez 7,5 hectares. Le gars ne peut pas travailler ses champs. Et qu'est-ce qu'on lui dit? Eh bien, l'indemnisation, ce sera le SIAG qui va vous payer. Le SIAG est en liquidation. C'est M. Ferdi-Luisi qui gère, qui est le liquidateur. Moi, j'ai posé la question au préfet. Il m'a dit très franchement, comme il sait l'être, il m'a dit il y a 25 000 euros à l'époque, il y a quelques semaines, 2 semaines. Il m'a dit il y a 25 000 euros. On ne peut pas payer les 233 000 euros qu'on doit payer à cet agriculteur. Mais il perd 7,5 hectares de culture. Comment voulez-vous? Et il a un projet qui fait plus d'1 million. C'était ça son apport. On ne le paye pas. Comment voulez-vous que l'État accepte que l'indemnisation et la sécurisation des périmètres soient faits par un SIAC qui est en liquidation, qui n'a plus de recettes et qui a un passif à payer? Comment peut-on accepter ça? Et on peut prendre beaucoup d'exemples sur ça. Personne ne s'occupe de ça. Mais aujourd'hui, sur qui cette population peut s'appuyer? En qui elle peut avoir confiance? Alors, je vais vous dire quelque chose qui peut choquer. Le peuple doit compter sur lui-même. Bien sûr, sur lui-même d'abord. Donc, sur les élus, mais sur lui-même. Et s'intéresser à ses affaires. C'est vrai qu'il y a sur l'eau un vrai problème. Quand les gens disent « je ne vais pas payer l'eau ». Ok, il faut voir pourquoi on ne va pas payer l'eau. Il faut voir les arriérés. Oui, il y a des annulations à faire. C'est une évidence. Ensuite, il faut que la facturation soit fiable. Aujourd'hui, un travail est fait par le syndicat unique, je dis SMO, SMAC, qui se fait. Il faut voir. Et il faut qu'il y ait de la raison. Vous appelez. Moi, j'ai écrit 3 fois. 3 fois, moi, sénateur, pour ma permanence, c'est chez moi. On m'a jamais répondu. J'ai envoyé sur le portable de l'ancien président, Joël Boujone, qui est un ami et que je respecte, le texte. Il m'a dit, oui, on va s'occuper de ça. On ne s'est jamais occupé de ça. On ne vous répond pas. Et je comprends la colère des gens. Oui, il faut du temps et il faut de l'explication. Mais si c'est uniquement pour promettre et ne pas tenir, ça désespère les gens. Moi, que les gens comptent sur eux-mêmes, qu'il y ait des collectifs, je peux comprendre ça. Donc, mais il faut être responsable. Il faut que les gens comptent sur eux-mêmes, c'est ça? Ah mais non, mais c'est dans toute démocratie, la responsabilité quand vous réclamez la responsabilité. C'est pas simplement l'élu qui reçoit tous les pouvoirs délégués par le peuple. Le peuple doit rester vigilant et les yeux ouverts. Et c'est ça, malheureusement, même quand les yeux sont ouverts, vous prenez les mêmes et vous recommencez. Que voulez-vous faire? Donc ça veut dire, c'est le truc qui mord sa queue. C'est ça, il faut donc éclairer. Où va-t-on dans cette situation? Où va-t-on? Il faut de l'éducation, il faut de l'information, il faut de la vérité. Dites la vérité en Guadeloupe, c'est pas simple, Yves Boissé. Moi, je reçois des menaces de mort parce que je dis les choses. Des menaces de mort. Sur ma personne, sur ma famille, sur mes biens, ma maison. Je reçois des menaces de mort parce que j'ai pris une position sur le vaccin.
J'ai dit très clairement, je crois à la science, au progrès et à la médecine, je veux sauver des gens, et même si le vaccin a des choses, je dis oui, mais on vous fait mentir. J'ai dit, moi, je suis pour la réintégration des suspendus. J'allais y arriver. Eh bien, on y va. J'allais y arriver, on y va tout de suite, puisqu'il nous reste très peu de temps. Malheureusement, il y a beaucoup de sujets qu'on aurait pu aborder sur ce plateau. Alors, je me base sur les propos d'Olivier Servat, député, qui a dit sur ce plateau même que de toute façon, d'ici le mois d'octobre, le personnel suspendu sera réintégré. D'ici le mois d'octobre. Et est-ce que pour vous, c'est une certitude? Non, c'est pas du tout une certitude. Il dit parce que nous aurons la main, ça sera la France insoumise et tout ça, les députés, les sénateurs, enfin on est en face. Le député est libre de ses propos. Je peux vous dire, rien n'est sûr. Disons Rien les choses. n'est sûr. Non, rien n'est sûr. Parce que ça ne dépend pas du député ni même du sénateur que je suis. En revanche, ce que je peux vous dire, pour que les choses soient claires, lorsque la dernière loi sanitaire a été votée, elle est sortie, on appelle ça la petite loi, elle est sortie de l'Assemblée nationale, est arrivée au Sénat. Les députés ont refusé ce que proposait le gouvernement. C'est le Sénat qui a fait la loi, qui a réécrit la loi vraiment en légistique, donc en rédaction juridique. On a imposé au gouvernement 3 choses. Premièrement, on sort de l'état d'urgence sanitaire. On supprime le pass sanitaire. On supprime le pass vaccinal. Et on impose un cadre juridique pour la réintégration des suspendus. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est le gouvernement qui décidait seul de le réintégrer ou de ne pas réintégrer. En revanche, on a dit très clairement, on vous impose un cadre juridique parce que les contrats sont suspendus, ils ne sont pas rompus. Tôt ou tard, il faut les réintégrer. J'ai voté ça. Et mon groupe socialiste, conformément à la position qu'on avait prise sur l'obligation vaccinale et tout ça, on dit qu'ils ne votent pas ça, qu'ils vont voter contre. J'ai demandé l'autonomie de vote. J'ai voté pour la réintégration. En revanche, j'ai fait un amendement qui est un compromis pour dire, si je suis pour la réintégration de tous les suspendus, je suis en revanche contre la réaffectation des soignants non vaccinés au chevet des malades, et j'ai ajouté fragiles et vulnérables. Vous êtes en traumatologie, ok, vous pouvez toujours faire ça. Mais si vous avez une maladie respiratoire, si vous avez un problème cardiaque, si vous êtes en pneumologie, même si le vaccin a tous ses défauts, comment faire ça? Dire ça en Guadeloupe, c'est une agression pour certains. Et je suis menacé constamment sur les réseaux sociaux. Je continuerai à dire la vérité, même si ça peut déranger. Pour vous, le vaccin est efficace. Je pense qu'il y a, c'est vrai, un risque, bénéfice-risque. Je l'ai pris. Moi, je suis vacciné. J'ai 4 vaccins. Je ne dis pas aux gens d'aller faire ça. Moi, je dis aux gens, protégez-vous. Si vous voulez rester seul chez vous, faites-le. Mais n'allez pas voir vos grands-pères, vos grands-mères, etc. Quel que soit ce qu'on dit aujourd'hui sur les vaccins, tôt ou tard, le gouvernement sera obligé de réintégrer les gens. Alors comment? Et pourquoi ne pas le faire? Il ne le fera pas. Non, je réponds, puisque Olivier Servat dit qu'en octobre, ce sera sûr. Peut-être qu'il a un don de prévision. Ça dépendra de l'intensité de circulation du virus. Et le gouvernement ne va pas décider seul. Ce sera la haute autorité de santé qui dira au président, compte tenu de la circulation épidémiologique, de la situation épidémiologique, vous pouvez réintégrer. Mais voilà les conditions. Mais pour l'instant, on connaît la situation. On peut pas dire octobre, mais on connaît quand même la situation. On disait même s'il y a apparition de nouveaux variants. Donc le cadre est précis. Un moment, il arrivera, puisque ça baisse en Guadeloupe, oui, ça se fera. Mais moi, j'ai tenu une position qui n'a pas été comprise, qui a été déformée. Je dis oui à la réintégration, mais non à la réaffectation. Et qui décide ça? C'est le directeur d'établissement. Et même si on réintègre tout le monde, il faudra encore recruter d'autres personnes. C'est pas ça qui va alléger les souffrances des hôpitaux. Il faut une autre politique de santé, c'est une évidence. Mais de dire le compromis, et j'espère raisonnable. D'ailleurs, le cabinet du ministre est venu me voir en disant, lorsqu'on fera la réintégration, votre proposition est une proposition raisonnable. Mais lorsque... dire oui à la réintégration, mais non à la réaffectation. Alors je sais que ça peut faire mal aux soignants, mais lorsque vous entrez dans le métier, moi j'ai eu des directeurs d'établissement, j'ai eu des médecins qui m'ont dit, eh ben ouais, vous comprenez, si on fait ça, un jeune étudiant en médecine, ou un infirmière, ou aide-soignant, ou des pompiers dans les véhicules de secours, ne voudront plus se faire vacciner. Donc ça veut dire, depuis Hippocrate, depuis la Grèce antique, vous violez une sorte d'obligation professionnelle, mais éthique, de dire protéger votre patient. Bon, je dis ça, le vaccin, il est ce qu'il est.
Je dis courageusement, la Guadeloupe ne peut pas tourner le dos à la science, au progrès, à la médecine. Imaginez, j'ai entendu quelqu'un dire ça, il me semble. Vous avez la variole du singe. Là, ça se voit sur votre visage. Ça se voit sur votre corps. Vous croyez que les Guadeloupéens ne vont pas se faire vacciner? Je suis sûr qu'ils vont se faire vacciner. La variole du ah non, mais singe, je ne sais plus qui a dit ça. On m'a dit, il y a quelqu'un qui a dit, mais si le vaccin, parce qu'on est tous apparemment contre les vaccins. Ensuite, Yves, si vous posez vraiment la question, et j'ai posé la question à M. Brown, ministre de la Santé, vous avez 387 000 personnes en Guadeloupe, à peu près moins de 300 000 personnes éligibles au vaccin. Éligibles. Les enfants de 12 ans n'y sont pas. Vous avez 145, 150 000, 155 000 personnes qui se sont vaccinées. Dit que toute la Guadeloupe a refusé la vaccination. J'ai du mal. J'ai appelé monsieur le préfet en disant, vous me donnez des chiffres, vous dites qu'il y a 1150 suspendus. J'entends un syndicat dire, il y a 1600. Le même syndicat dit, il y a 1700. Bon, ok. Combien de soignants non vaccinés? L'ARS nous a envoyé un papier pour dire, c'est moins de 100. Or, on me dit, c'est beaucoup plus. Mais c'est combien alors? Eh bien, personne ne sait. Eh bien, la presse, normal. Eh bien, non, c'est pas normal du tout. Parce que c'est un secret. Là, on devrait faire l'élucidation. Et mais clarification. Moi, j'ai posé la question, j'attends la réponse. Les choses, mais pourquoi ne pas dire la vérité? Écoutez, le secret statistique, on en sait. Et puis, c'est une manière de présenter les choses. Peut-être qu'il y a beaucoup plus. Mais personne n'a posé vraiment la question. On laisse, par exemple, les syndicats dire leur vérité. Et ils ont parfaitement le droit de dire ça. Mais qui a intérêt que ces chiffres soient tronqués? J'imagine l'État gérer ça à sa manière. Imaginez si Macron n'avait pas envoyé des vaccins en Guadeloupe. On aurait parlé de génocide. Là, on l'a envoyé et on a même dit, eh bien non, on veut un vaccin classique. On a envoyé un vaccin classique, le Novavax. On a même envoyé le Janssen. Les gens ne se sont pas vaccinés comme on l'attendait. Mais les gens sont libres. Aujourd'hui, ça baisse. Dieu merci. Très bien. Mais moi, j'ai toujours été un homme de progrès. Je le dis courageusement. Si vous écoutez ce qui se dit et ce qui se murmure, ce qui s'écrit sur les réseaux sociaux, c'est une forme de terreur. Plus personne n'ose affronter une minorité active pour dire non. Je suis élu aussi pour dire les choses. Alors on dit non, vous êtes élu pour suivre le peuple. Oui, il faut une petite dose d'avant-gardisme, mais je ne suis pas, moi, dans le suivisme permanent. Dire au peuple de la Guadeloupe, c'est la science, le progrès, la technique, l'éducation, le savoir. Mais tronquer les chiffres, c'est manipuler la population. Non, moi, je pose une question pour élucider, clarifier une situation. Combien de personnes éligibles en Guadeloupe sur 387 000 personnes? Mais en tant que sénateur, vous devriez avoir... Mais j'ai posé la question et je vais reprendre la chose. Oui, non, mais vous êtes député, sénateur. Le gouvernement a les chiffres, c'est eux qui ont l'information. Vous déléguez le pouvoir au gouvernement. Il faut répondre quand ils veulent, même s'il y a des textes qui leur donnent un délai. Ils devraient vous répondre dans les 2 mois. Le ministre m'a répondu, je m'occuperai personnellement de cette affaire. J'attends. La rentrée parlementaire depuis combien de temps se fait. Il a dit... C'était en juillet. La session extraordinaire que nous avons eue en juillet, lorsqu'on a fait la loi sanitaire, je lui ai posé la question. Vous vous rendez pas compte? Vous dites qu'il y a 1150 personnes en Guadeloupe. Oh, il y a 530 infirmiers et infirmières sur 563 000 infirmiers et infirmières en France. Il y a 85 médecins et pharmaciens suspendus en France. Sur 85 000 médecins et pharmaciens en France. En Guadeloupe, tout seul, on me dit, on a 1150. Je veux comparer les chiffres. Ensuite, on vous dit que l'État a fait beaucoup de propositions, c'est vrai. Et des camarades comme André Attala étaient dans cette équipe-là pour dire, vous ne voulez pas vous faire vacciner, on comprend ça. Eh bien, est-ce que vous voulez résilier votre contrat? Est-ce que vous voulez aller au chômage? Est-ce que vous voulez une autre affectation? Est-ce que vous voulez une rupture conventionnelle? Certains ont dit, non, on ne veut rien, on veut aller dans notre métier sans être vacciné. OK? Donc, combien reste-t-il? C'est ce que je veux savoir. Et je n'ai pas la réponse. J'ai eu le préfet qui m'a répondu, oui, c'est 1150. Sur ça, il y a une centaine qui ont refusé les propositions. Quelle est la réalité? Est-ce qu'on peut se poser la question? C'est à la presse à faire une enquête. Oui, mais si vous n'arrivez pas à avoir les chiffres, vous pensez que nous, on les aura? Non, si, vous demandez, vous insistez, vous faites les émissions, vous invitez le directeur de l'ARS pour dire, monsieur, donnez-nous des chiffres avec la chronique d'évolution des chiffres. Mais en tant que sénateur, vous avez plus de pouvoir que nous. Oui, non, bien sûr. Mais j'ai posé la question. J'attends la réponse. Mais je me connais, je ne vais pas lâcher l'affaire. Je ne vais pas lâcher l'affaire. Je vais continuer à marteler. Parce que moi, j'entends des choses. Oui, il y a 1600. Il y a 1700. Moi, j'entends là 1150 par l'ARS. On me dit qu'il reste 100 soignants. Mais je veux bien savoir. Mais est-ce que la population écoute ce que disent notamment les syndicats qui ont pignon sur rue? Mais que va-t-il advenir de ces soignants? Je ne suis pas venu en télévision, en radio. Parce que, bon, il ne faut pas que cette voix-là soit entendue. Que va-t-il advenir de ces soignants? Et ça, on ira... Non, mais on les réintègre.
On les intègre, simplement, ils ne seront pas affectés. Ils peuvent être en consultation, en coordination. Ils peuvent être au pied du malade en traumatologie. Vous avez une jambe cassée, un orteil. Ils peuvent faire ça. C'est les directeurs d'établissement qui vont réaffecter. Je dis qu'il faut les réintégrer, les payer. Alors, je ne parle pas d'arriérer. L'État fera son affaire, mais il faut réintégrer. Je vais vous dire, moi, je pense, mais je ne sais pas, c'est le président de la République qui décidera après l'avis de la haute autorité de santé. Il y a des scientifiques qui sont là. Donc, on va voir. Donc, moi, j'espère que ça se fera à condition que l'épidémie ne reparte pas. Il faut qu'on soit responsable aussi. Si c'est pour faire plaisir à une minorité, je veux bien. Sinon, franchement, être élu, c'est avoir le courage de ses opinions, de ses convictions. Moi, je le dis. Qu'on ne m'aime ou on ne m'aime pas, je dis les choses. La Guadeloupe a besoin de lumière. Je le dis très clairement, a besoin de vérité. Et bien sûr, il y a une façon de dire les choses. Mais c'est une agression quand vous dites ça. Moi, je veux sauver des vies. Et je dis, oui, réintégrer les médecins. Mais pas au chevet des malades. Alors, il y a beaucoup de discussions autour de ce vaccin qui serait la solution. Oui, mais ce sera jamais terminé, ça. On saura en mars et avril toutes les données cliniques sur notamment Pfizer. Tous, ils devront présenter les données cliniques parce qu'il y a eu une autorisation conditionnelle, ce qui se fait pour d'autres vaccins. Ils ont dit que c'est un vaccin expérimental. Bon, ok, si c'est un vaccin expérimental, tôt ou tard, toute l'Europe aura un problème avec leur propre loi. Je le dis, ce qui peut arriver à la France, mais même à l'Angleterre, qui maintenant est... Si on parle de 5e dose, vous prendrez encore Non, je ne sais pas, j'aviserai. Mais moi, en 4 mois, je prends les vaccins. J'ai eu un camarade, je peux le nommer, c'est un bon camarade, Jacques Firpion. Il est resté 28 jours en coma. Il m'a dit, tout aussi, à 60 vaccins, je le prends. Parce que j'étais déjà dans le chemin de la mort. Je le cite pour qu'on ne dise pas que c'est... Et je pense qu'il me comprendra. J'ai eu un autre, Joël, je ne nomme pas son nom de famille. Même chose. Il me dit, ouais, je prends du Zébapic, etc. Bien sûr, on peut prendre ça. Moi, j'en prends chez moi. J'ai même planté. Je le prends. Mais le vaccin, quoi qu'on en dise, au-delà de ses défauts, et j'en sais quelque chose dans ma famille. Alors, chacun, effectivement, a son expérience. Mais quand on voit ce qui se passe, eh bien, lorsque les gens sont malades, ils prennent l'avion pour aller se faire soigner. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.